Bienvenue au Téléjournal, ce soir en manchette. Les Américains qui voulaient s'en prendre aux Français, une fausse histoire selon Washington, une insulte pour Carney et Fréchette. That was a funny fake story. La blague est finie. C'est pas amusant. C'est pas un caprice, là, ces lois-là. C'est le cœur de notre identité. Couper ou augmenter l'électricité, rien n'est exclu, dit Carney. Doug Ford prône la ligne dure. Si c'est nécessaire de faire d'autres choses, on verra. Bring it on, buddy. I'm ready. Christine Fréchette plaide pour la retenue. Il faut que ce soit des mesures de représailles qui maximisent l'impact sur les Américains et minimisent l'impact sur les Québécois. Et en attendant, les entreprises d'ici sont prises dans un étau. Il n'y a plus de commandes là, qui va avoir lieu, puis nous, nos marges sont beaucoup trop petites pour pouvoir absorber ça. Et il y a 25 ans, le miracle du commandant Piché qui a sauvé 293 passagers en faisant planer son avion. Ça n'a pas de bon sens ce qui m'est arrivé quand je regarde ça. C'est moi qui étais le capitaine, puis le commandant, puis j'ai réussi à atterrir ça. Ce n'est pas amusant. Pour les Américaines, les questions sur la langue française, des questions des irritants. Non. Ici, ils sont des doigts. On va garder ça, c'est le cœur de notre culture. C'est pas les Américains qui vont nous faire changer d'avis. Oui, la question du français sur l'étiquetage et la loi pour forcer les géants numériques à mettre du contenu francophone sur leur page d'accueil a fait partie des éléments qui ont provoqué l'échec des négociations. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Alors que le ton monte du côté américain, le premier ministre Mark Carney a voulu afficher l'unité du Canada au Québec, aux côtés de la première ministre Fréchette. Un contrat fédéral de 11 milliards de dollars pour le chantier de la Davie, à Lévis, pour construire 6 brise-glaces. Quant à la riposte canadienne, l'Ontario, vous l'avez entendu, prône la ligne dure, le Québec, la prudence. Reportage, Christian Noël. Mark Carney veut montrer qu'il est prêt à en découdre. Il accuse à nouveau Donald Trump d'avoir négocié de mauvaise foi. C'était une bad deal. OK? Et il dénonce sa dernière menace d'imposer de nouveaux tarifs de 50 sur tous les véhicules automobiles canadiens à compter du 1er janvier. On cherche des partenaires fiables. À travers le monde, on les trouve partout au monde, sauf aux États-Unis. Well, bring it on, buddy. I'm ready. Le premier ministre ontarien, lui, a été moins diplomate. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. Donald Trump, dit-il, peut aller se faire voir. To a dictator like President Trump. C'est un dictateur et un intimidateur, dit-il. J'invite les Américains à voter contre lui aux élections de mi-mandat cet automne. Le président américain, clairement, n'a pas apprécié les fanfaronnades de Doug Ford, moins charismatique et moins intelligent, dit-il, que son regretté frère Rob Ford, l'ex-maire de Toronto. Et Donald Trump ramène l'insulte du 51e État en parlant du gouverneur Carney et de son laquais Ford. Bref, le ton dégénère alors qu'Ottawa prépare sa riposte tarifaire. On ne veut pas d'escalade, mais d'un autre côté, vous savez, il faut quand même permettre à nos entreprises canadiennes d'être compétitives. Des contre-tarifs canadiens sont à prévoir, notamment sur l'acier, les produits laitiers et les électroménagers. Québec souhaite une approche bien dosée. Éviter des dommages accrus à nos entreprises. Sur les réseaux américains, l'administration Trump se défend. Canada, the federal government, forces American tech companies. Et nie que les pourparlers ont achoppé, notamment sur les questions de la défense de la culture et de la langue française. Le négociateur américain dénonce de drôles histoires fausses. No, I mean that was a funny fake story. Réplique de Mark Carney. Pour les Américaines, c'est un irritant. Non, c'est un doigt. La blague est finie. C'est pas amusant. Le gouvernement fédéral durcit le ton, prépare sa riposte et promet de l'aide aux travailleurs touchés. Pendant ce temps, les partis d'opposition, eux, réclament que Mark Carney convoque le Parlement afin d'évaluer l'impact de cette guerre tarifaire sur le portefeuille des Canadiens. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Daniel, Ottawa, aucune reprise des négociations à l'horizon, là.
Non, aucun signal qu'il y a quoi que ce soit qui va se passer à court terme. M. Carney a dit ce matin qu'il était ouvert à relancer la conversation, mais encore faut-il que ce soit le cas aussi de l'autre côté de la table, du côté américain, et qu'on soit prêt à faire certaines concessions. Si on se fie au ton des échanges, on avait vu quelques-uns dans le reportage de Christian, c'est visiblement pas demain qu'on va rasseoir tout le monde autour de la même table. Mes sources du côté d'Ottawa me disent probablement quelques temps encore, on s'attend à ce que ça aille au-delà des élections de mi-mandat. Et en attendant, on se concentre sur les programmes d'aide dont auront besoin les entreprises qui sont touchées, sur la riposte tarifaire aussi qu'a promis le Canada. Et puis, si on se fie au ton des échanges qu'on a entendus de l'autre côté de la frontière, les commentaires qui ont été faits par certains représentants de l'administration Trump de l'autre côté, eux non plus ne sont pas prêts à relancer la discussion. Voici 2 exemples. They apply ridiculous tariffs and other non-tariff duties on Maine products coming into Canada, and they don't expect Maine or anybody else to fight back. We're sick of that. We need to send a message loud and clear to the Prime Minister of Canada. Stop taking advantage of the people of Maine. Stop taking advantage of America. It's over. We expect fairness in our trade policy. They were offered quite a good deal last week. They chose to reject it. Unfortunately, Prime Minister Carney rose to power on an anti-American, anti-Trump platform. I believe he was more than 20 points behind, and he seems to have gone back to his old playbook. And I think one has to ask oneself, is he trying to benefit himself, the Liberal Party, or the Canadian people? À suivre. Merci, Daniel. Au revoir. On va affronter ces vents de face et tous ensemble, on va se tenir debout jusqu'au bout grâce à vous. Merci. Alors, c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que la campagne électorale va être lancée dans quelques jours au Québec. Et ce sujet de cette guerre commerciale va évidemment faire partie des discussions. Comment tout ça va jouer? Suite des choses avec Sébastien Desrosiers. À quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, Christine Fréchette et son homologue Mark Carney apparaissent côte à côte. Pour la 2e fois en 2 semaines, ils indiquent avoir de bonnes nouvelles pour l'économie du Québec. Madame la Première ministre Fréchette, je tiens à vous remercier de leadership, de vrai leadership dont vous avez fait preuve. Après la conclusion d'une entente au sujet du complexe hydroélectrique de Churchill Falls, Ottawa annonce un investissement de plus de 11 milliards de dollars au chantier maritime Davie à Lévis, où seront construits prochainement 6 nouveaux brise-glaces de la garde côtière canadienne. Je m'habitue de plus en plus à nos rendez-vous du lundi. La première ministre estime que c'est l'approche de son gouvernement qui a permis d'en arriver là, grâce à l'aide financière accordée à l'entreprise au cours des dernières années. Plusieurs aspirants premiers ministres veulent retirer toute aide gouvernementale aux entreprises. Elle en fait même un argument en vue de sa réélection. On doit continuer puis regarder en avant. Le Québec ne doit pas reculer. La référence au nouveau slogan de la CAQ dévoilé aujourd'hui, « Avançons », semble évidente. Je considère que la première ministre sortante abuse de son titre et de ses fonctions en fin de régime. Les chefs des autres partis en profitent pour critiquer Christine Fréchette, qui, selon eux, n'en a pas fait assez jusqu'ici pour protéger les entreprises québécoises. Quand on sait qu'une tornade va passer, on bâtit l'abri à l'avance. Au moment de voter, les Québécois devront faire un choix important, écrit Paul Saint-Pierre Plamondon. À quelle équipe économique feront-ils confiance pour aider nos PME, gérer rigoureusement les finances publiques et créer de la richesse? Il faut brandir ce qui fait notre force, c'est-à-dire l'énergie. Mais il faut également riposter, plaide Québec solidaire, en augmentant le prix de l'électricité exportée aux États-Unis, ce qui n'est pas exclu. Je pense qu'on doit tout remettre sur la table. Il ne faut pas provoquer non plus une escalade tarifaire. Donc la guerre commerciale promet de retenir l'attention, mais les adversaires de la CAQ feront également en sorte que son bilan, après 2 mandats au pouvoir, soit au cœur des débats. Puis Sébastien, nouvelle qui est tombée cet après-midi. Finalement, Vincent Marissal, anciennement de QS, qui avait quitté QS parce qu'il avait parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais finalement, il se rend au PQ. Oui, c'est ça. Il va être candidat dans la circonscription de Tachereau à Québec. On savait, Patrice, justement, qu'il y avait eu un flirt avec le Parti québécois au moment de quitter Québec solidaire l'automne dernier. Mais ce printemps, Vincent Marissal avait annoncé son départ de la vie politique, se disant abîmé par ses années passées à l'Assemblée nationale. Alors, comment expliquer ce revirement? Écoutez, ce qu'on comprend, c'est qu'après le retrait de Jeanne Robin, qui était la candidate du PQ dans Tachereau la semaine dernière, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a approché à nouveau.
Et M. Marissal, qui était, comme vous le savez, député de Rosemont à Montréal, a dit oui. Ce qu'il explique aujourd'hui, c'est que Québec, au fil des ans, est devenu sa deuxième maison. Et au sujet de sa nouvelle formation politique, il écrit ceci dans une déclaration. Il dit « Le mouvement indépendantiste doit aujourd'hui se rassembler derrière le Parti québécois car il est le seul navire qui nous permettra d'y parvenir. » Ce qui devrait donner lieu à une lutte intéressante dans Tachereau, notamment contre Étienne Grandmont, le député sortant, à qui Vincent Marissal avait donné son appui dans la course au co-porte-parole de Québec solidaire pas plus tard que l'an dernier. Oui, ils étaient très proches. Donc voilà un autre revirement de la politique. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Alors, ces nouveaux tarifs qui sont tombés sur la tête des entreprises qui exportent aux États-Unis sont en vigueur depuis samedi minuit, en fait, vendredi minuit, pardonnez-moi. Vous allez voir quelques exemples dans le prochain reportage de Marie-Claude Morin, entre autres dans le secteur du textile. Reportage. Les États-Unis représentaient 10 des ventes d'Atelier B avant le début de la guerre commerciale. Il n'y a plus de commandes là, qui va avoir lieu, puis nous, nos marges sont beaucoup trop petites pour pouvoir absorber ça. On serait à perte. Là. Donc, ça nous fait perdre ce pourcentage-là de notre chiffre d'affaires qui, pour nous, peut faire la différence entre avoir une année à profit ou une année qui est déficitaire. La PME de 6 employés ne prévoit pas de mise à pied, mais elle s'inquiète pour ses sous-traitants. Ces manufacturiers-là, eux, vont perdre beaucoup de contrats d'entreprises qui vont probablement délocaliser leur production. Eux vont devoir faire des mises à pied. Nous, ça va affecter évidemment la qualité de notre production puis la disponibilité de la main-d'œuvre. L'inquiétude se fait sentir dans toutes les régions. Il va y avoir des pertes d'emploi, c'est certain. Ça demeure une crise supplémentaire par-dessus les crises qui existaient déjà. Il y a une limite à être résilient. Il y a une limite à accepter de manger des coups constamment. Québec offre des prêts aux entreprises touchées qui pourront attendre jusqu'à 2 ans avant de commencer à les rembourser. L'air que les entrepreneurs vont avoir via ces aides-là, parce que ça demeure du prêt, ce n'est pas des subventions, heureusement d'ailleurs, ça donne le temps nécessaire peut-être de commercialiser Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. Et les consommateurs aussi peuvent aider les manufacturiers locaux. Une des façons d'avoir un impact dans cette situation-là, c'est d'acheter local. Puis si tout le monde remplace 25 $ de produits importés non alimentaires par des produits québécois, c'est 3 milliards de retombées économiques. Ça vient assez rapidement. Fait qu'un petit geste peut avoir un gros impact. C'est d'ailleurs un espoir du côté d'Atelier B. On va espérer aussi qu'il va y avoir un mouvement de support, de solidarité de la clientèle canadienne. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal. Alors justement, perte d'emploi, hausse de l'inflation. On va faire le tour des conséquences avec Andréane Saint-Arnaud après la pause. Jessica, des averses encore? Eh oui, on commence la semaine avec des risques d'averses. En fait, cet après-midi, on a eu des orages, de bonnes averses dans la grande région de Montréal. Le risque est encore là ce soir, même si on a du soleil en ce moment. Demain, on conserve encore un petit peu de nuages, 40 de probabilité d'averses, mais ça continue de se dégager au cours de la semaine. Ah bon, très bien. Voilà. Merci, à tout à l'heure. À tantôt. Et puis après la pause, le commandant Robert Piché se souvient de son fameux vol du 24 août 2001. 25 ans plus tard, il n'en revient pas qu'il a réussi à atterrir sans moteur aux Açores. Moi, je réagirais si le commandant ferait une annonce et dirait « On a un petit problème mécanique, on s'en va aux Açores ». Ça a dû être terrible, l'émotion que les passagers ont ressentie à ce moment-là, tu sais. Bonsoir, Andréane. Bonsoir, Patrice. On parle de perte d'emploi peut-être inévitable dans plusieurs secteurs touchés par les tarifs. C'est difficile à chiffrer. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'entend sur les chiffres, mais c'est clair qu'il va y avoir des pertes d'emploi parce que pour les entreprises exportatrices, si du jour au lendemain, ils doivent se priver d'une bonne part de leur chiffre d'affaires qui vient des exportations vers les États-Unis, ça peut inévitablement vouloir dire effectivement des licenciements. Le gouvernement parle d'autour de 56 000 emplois menacés. Il y a une étude de l'Université de Calgary qui brosse un portrait plus large. De leur côté, on dit 87 000 postes menacés dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire 52 000 directement dans les entreprises touchées par les tarifs en question et 35 000 chez leurs fournisseurs, leurs partenaires, transport, entreposage, etc., ce qui pourrait faire grimper le taux de chômage. On est à 6,4 en ce moment, ça pourrait passer à 6,8 et ça pourrait amputer la croissance de l'économie canadienne entre 3 et 6 dixièmes %. Donc, est-ce qu'on se retrouverait encore dans une situation de stagnation de l'économie, voire une contraction, du moins au Québec, parce que le Québec sera l'une des provinces les plus touchées là, par des pertes d'emplois.
si tout ça se prolonge, on dit autour de 18 000 postes qui pourraient être menacés du côté du Québec, 36 000 en Ontario, le reste surtout du côté de la Colombie-Britannique, autour de 11 000, parce que c'est vraiment là où on retrouve la plupart des entreprises qui sont dans les secteurs visés, là, avec les produits en question qui sont visés par les tarifs douaniers. Dans certains secteurs, évidemment, là, vous avez la longue liste, mais voyez, l'agriculture, entre autres, le secteur de l'électronique, on est autour de 6 000 à 7 000 emplois, et plusieurs secteurs où c'est à chaque fois environ 4 ou 5 000 emplois qui pourraient être éliminés, notamment transport, entreposage, le vêtement, les meubles, le plastique, les équipements électriques. Alors, comprendrez qu'il y a bien des gens qui sont inquiets à partir de maintenant. Et Andréane, la riposte canadienne qui va être annoncée le 8 septembre peut causer de l'inflation ici, parce qu'on va rendre plus cher les biens américains qui entrent ici. On attend de savoir quelle sera la liste précise des produits qui pourraient coûter plus cher en raison de ces contre-tarifs-là. On a évoqué l'acier, les pâtes et papiers, l'électronique, les produits laitiers, le matériel agricole. C'est pas tout ça qui, soudainement, va coûter 50 % plus cher. Les entreprises pourraient absorber en partie la facture. On pourrait trouver des produits de substitution qui viennent du Canada ou de l'Europe. Mais oui, il y aura une pression sur les prix de bien des produits. Très bien. Merci beaucoup, Andréane. Je vous en prie. Au revoir. Alors, cette guerre tarifaire, guerre commerciale inquiète évidemment au niveau municipal. Valérie Gendron, bonsoir. La mairesse s'est exprimée là-dessus aujourd'hui. Oui, elle demeure confiante puisqu'elle estime que le filet de sécurité mis en place par le gouvernement est rassurant. Mais évidemment, Patrice, elle demeure inquiète parce que ces tarifs touchent plusieurs emplois à Montréal, particulièrement dans l'industrie aérospatiale qui est très importante à Montréal. Alors, elle a hâte de voir ce que le gouvernement va proposer dans les prochains jours. Et elle a tenu à rappeler que depuis la première vague de tarifs, son administration a cherché des alternatives pour préserver son autonomie et moins faire affaire avec les États-Unis. Voici ce qu'elle avait à dire ce matin. Mais c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant. Vous savez, la métropole, c'est 50 du PIB du Québec, là. C'est énormément d'emplois. Donc, on va travailler avec autant le gouvernement que la CMM, la grande région métropolitaine, pour s'assurer qu'on fait une vigie aussi sur ce qui se passe. C'est quoi l'impact sur les emplois potentiels? C'est quoi l'impact sur les industries? Et Patrice marque aujourd'hui le retour des travaux au Conseil municipal de Montréal. Il y a eu plusieurs manifestations. L'Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal qui sont toujours sans entente collective. Il y a aussi un groupe pour la justice en Palestine en lien avec une motion déposée par Projet Montréal qui demande à la Ville de mettre fin à ses liens avec Israël, mais aussi ce que vous voyez derrière moi, le Front commun pour la protection du parc Jarry, vous le savez, en lien avec le projet de reconstruction du stade avec Tennis Canada. Écoutons maintenant le porte-parole de ce regroupement. On veut dire à Soraya Martinez-Ferrada que ça nous a pris 1 mois à organiser une manifestation avec 1500 personnes pendant l'Omnium et on est prêt à avoir un résultat encore plus fort l'année prochaine si elle ne nous assure pas tout de suite un support au niveau du parc Jarry. Il est temps que notre mairesse elle leur dise non de front, qu'ils ne vont pas avoir un seul pouce de plus, que les activités de Tennis Canada ne vont pas s'étendre en largeur, en longueur ni dans le temps. On sait qu'il y a ce projet j'allais dire agrandissement. En fait, c'est la construction d'un nouveau stade de tennis multifonctionnel. Alors voilà, on va suivre ça. Merci beaucoup. Au revoir. Exactement. Bonne soirée. Au revoir. Alors, c'est un miracle. Lui-même le dit, en tout cas. C'était il y a 25 ans, jour pour jour, une tragédie aérienne qui a été évitée. Le commandant Robert Piché a réussi à faire planer son appareil, pendant près de 20 minutes après un arrêt complet des moteurs. Il s'est posé finalement aux Açores. 293 passagers, 13 membres de l'équipage qui lui disent 25 ans plus tard, encore merci. Mathieu Papillon nous remonte dans le temps. Bonjour. Comme vous le savez, on a vécu un événement assez difficile. Un événement difficile dont Robert Piché ne s'est toujours pas remis 25 ans plus tard. Ça n'a pas de bon sens ce qui m'est arrivé quand je regarde ça. Là. Les 2 moteurs arrêtés au-dessus de l'océan Atlantique avec tous 293 passagers. Puis c'est moi qui étais le capitaine, puis le commandant, puis j'ai réussi à atterrir ça, pas de moteur. L'appareil, Airbus A330, a subi une importante fuite de carburant. C'est ce qui a forcé le commandant à effectuer un vol plané de 19 minutes avant d'atterrir d'urgence aux Açores.
il a continué son vol sans être autrement inquiété, à part qu'il fallait qu'il reste extrêmement concentré. Pour moi, c'est le pilote des pilotes. Là. Le travail de Robert Piché lors de ce fameux vol TS-236 avait pourtant été critiqué dans le rapport d'enquête. C'est normal qu'il me blâme, parce que j'aurais été censé faire la procédure puis éteindre le moteur de droite. Mais j'ai une prérogative de dire, viens t'asseoir à ma place dans le cockpit. Je peux défier n'importe qui de venir s'asseoir à ma place pour avoir fait mieux, tu sais. Le pilote est extraordinaire, lançait d'ailleurs l'un des 293 passagers du vol Toronto-Lisbonne. Certains d'entre eux sont encore en contact avec l'ex-commandant. Un petit gars qui avait 20 ans au moment de l'événement, qui était passager, puis il habite au Portugal. Puis hier, pendant le déjeuner, hier matin, on l'a appelé, on s'est parlé, tu sais. Il s'est mis à pleurer, parce que l'émotion de me parler en direct, ça l'a touché, tu sais. Parce qu'il vous doit la vie. Ben oui, c'est comme tous les passagers, tu sais. Mais moi, je le vois pas de même. Je ne me considère pas comme un héros, mon cher monsieur. J'aurais pu me passer de celle-là, je peux vous dire ça. Un discours qui n'a pas changé après toutes ces années. Je considère encore que j'ai fait ma job. Je suis entraîné pour ça, pour ça que j'étais payé. Vous le refusez encore? Ah oui, je refuse le titre. Mais héros ou pas, rares sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir sauvé plus de 300 vies en se contentant de faire leur job. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. Du sang-froid, le travail bien fait, du sang-froid. Restez là, notre 18h30, entrevue avec la première ministre. Le Québec est-il prêt à faire face à cette guerre commerciale? C'est dans 3 minutes. Il y avait effectivement des enjeux du côté de la langue, de la culture, de nos lois. C'est pas un caprice, là, ces lois-là. C'est le cœur de notre identité. Il faut préserver ça.